européen. Bonjour Christophe Dansette. Oui. Accord scellé donc à l'occasion de la visite de la présidente de la Commission européenne en Australie. Pourquoi aller si loin et pourquoi maintenant ? Parce que dans un monde qui se fragmente, l'Europe cherche de plus en plus de partenaires fiables entre la guerre au Moyen-Orient, les tensions commerciales avec les États-Unis de Donald Trump, la pression économique chinoise, la guerre en Ukraine également. Bruxelles accélère. Les 27 ont fini par valider l'accord de libre-échange avec le Mercosur, qui doit d'ailleurs entrer provisoirement en vigueur, on l'a appris hier, dès le 1er mai, aux grandes dames de la France. Les Européens ont signé également avec l'Inde, avec l'Indonésie et donc maintenant avec l'Australie. C'est quand même un marché de 27 millions d'habitants. Et si on additionne les 4 accords que je viens de dire, eh bien c'est un marché de 2 milliards d'habitants qui s'ouvre pour l'Europe. L'Australie, c'est déjà le 6e partenaire commercial de l'Europe. L'Europe, le 3e partenaire commercial de l'Australie. Canberra coche toutes les cases. Démocratie stable, allié stratégique et surtout, une mine à ciel ouvert de ressources critiques. C'est ça le cœur de l'accord ? Alors en grande partie, en tout cas du point de vue européen, parce que l'Australie, c'est de très loin le premier producteur de lithium. Il assure à lui seul un tiers de la production mondiale. C'est aussi le numéro 1 mondial du manganèse. C'est également un très gros producteur de bauxite ou d'aluminium, autant de matières premières qui sont indispensables à la transition énergétique et numérique européenne. L'idée, finalement, elle est simple, c'est de sécuriser les approvisionnements en éliminant les droits de douane et surtout afin de réduire la dépendance à la Chine qui joue, elle, sur des restrictions d'exportation de certains minerais. Mais l'accord commercial ne supprime pas les droits de douane que sur les minerais. Et non, au total, ce sont 98% à 99% de droits de douane qui sont supprimés, y compris une taxe d'ailleurs sur les 3/4 des véhicules électriques de luxe européens. Les gains promis, ils sont loin d'être négligeables. C'est 1 milliard d'euros de droits de douane économisés chaque année. Parallèlement, Bruxelles espère booster ses exportations de voitures, donc, mais aussi de machines à outils, d'avions vers l'Australie. Elle table sur 4 milliards d'euros de PIB supplémentaires d'ici 2030. Ursula von der Leyen et le Premier ministre australien se sont exprimés devant le Parlement australien à Canberra pour saluer cet accord. On va les écouter. Ce que nous avons signé aujourd'hui va marquer le début d'une nouvelle ère de partenariat économique et sécuritaire. L'Europe, ce continent de 27 États membres et de 450 millions d'habitants, a changé. Et nous ne nous contentons pas d'ouvrir nos portes aux entreprises. Nous sommes ici pour inaugurer une nouvelle ère dans nos relations fondées sur un esprit d'amitié. L'accord de libre-échange entre l'Australie et l'Europe constituera une avancée historique qui créera des emplois et assurera la prospérité pour les générations à venir. Et l'accord comprend aussi les industries de défense ? Oui, c'est important de le préciser, surtout en ce moment en période de tension. En marge de cet accord, Bruxelles et Canberra prévoient des partenariats en matière de défense avec des groupes européens comme le français Thales ou encore l'allemand Rheinmetall, qui sont déjà tous les deux présents en Australie. Donc en théorie, tout le monde est gagnant. Oui, sauf qu'il y a quand même un morceau qui risque d'être difficile à digérer sans faire de jeu de mots. C'est évidemment, une fois de plus, la question agricole. On sait le secteur très sensible ici en Europe. Après la fronde qui a accompagné la signature de l'accord du Mercosur, Bruxelles a imposé des quotas assez bas de viande exemptée de droits de douane pour les Australiens, un peu plus de 30 000 tonnes de bœuf, soit 10 fois plus que ce qu'ils exportent aujourd'hui, 25 000 tonnes d'agneaux. Les agriculteurs australiens ont déjà critiqué ça parce qu'ils espéraient 2 fois plus, surtout qu'aujourd'hui, il faut savoir que les agriculteurs européens exportent beaucoup plus de vin, de fromage ou encore de pâtes en direction de l'Australie que ne le font les agriculteurs australiens vers l'Europe. Les viticulteurs australiens pourront toutefois exporter leur vin pétillant sous le nom de Prosecco ou leur liqueur d'anis sous le nom d'Ouzo pendant une certaine période, uniquement pendant 10 ans. Même chose pour la feta, pour les éleveurs, encore le gruyère. Une décision qui risque de faire grincer quand même des dents en Italie et en Grèce, ou même en Australie, où les agriculteurs espéraient pouvoir continuer à utiliser ces noms pour une période beaucoup plus longue. L'accord, en tout cas, lui, il n'entre pas en vigueur tout de suite. Il doit encore être validé par le Conseil européen avant d'être ratifié par les parlements à la fois européens et australiens. Merci.